Monsieur le colonel du groupement de gendarmerie de l'Essonne, monsieur Sylvain Duret. Monsieur le lieutenant-colonel Frédéric Dupont, commandant du groupement de gendarmerie. Monsieur Éric Waraud, capitaine de la compagnie de gendarmerie. Lieutenant Philippe Dalou, commandant la brigade de gendarmerie de Mency. Cher Gilles Guiton, commandant les sapeurs-pompiers de Mency. Madame Vokwang, inspectrice de l'éducation nationale, qui nous fait l'honneur d'être présent. Madame Descamps, perceptrice du Trésor public. Monsieur Patrick Imbert, conseiller général de Mency et président de notre communauté de communes. Caroline Parâtre, conseillère générale du canton de la Ferté-Alais. Monsieur Jacques Gombaud, maire d'Ormois. Madame Laurence Budelot, maire de Vers-le-Petit. Monsieur Frédéric Morel, maire de Vers-sur-Essonne. Monsieur Joël Primo, maire de Nainville-les-Roches. Monsieur Jean-Louis Blétel, représentant le maire de Fontenay en tant que son premier adjoint. Monsieur Joël Monnier, maire honoraire de Mency. Mesdames et messieurs les élus qui êtes ici, mesdames et messieurs qui êtes dans la salle aussi nombreux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles qui tout au long de l'année donnaient de votre temps et de vos efforts pour notre commune, qu'il me soit permis de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie de vœux au Mensois. Tout d'abord, je tenais à remercier sincèrement pour le travail qu'ils ont effectué tout au long de l'année, nos jeunes du Conseil municipal des enfants, qui ont essayé de vous dire quelques mots pour vous faire partager les efforts qu'ils réalisent pour le bien commun tout au long de l'année. C'est un exercice difficile. Vous êtes une assemblée nombreuse, impressionnante, et venir ici sur cette scène s'adresser à vous pour des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est quelque chose de difficile et je crois qu'ils méritent vos applaudissements. Ces applaudissements étant faits, je vais pouvoir m'excuser auprès de Wilfried Iljenga, mon collègue maire d'Auvergnat, que je n'avais pas cité. Donc il ne m'en tiendra pas rigueur puisque ces choses réparées à présent. Je tenais également à remercier en votre nom à tous l'ensemble des musiciens qui se sont produits depuis 6h30 pour permettre que cet accueil, avant que nous démarrions, se passe dans une ambiance sympathique et conviviale, et tout particulièrement le groupe Dixieland qui faisait ce soir sa première représentation publique, notre professeur du conservatoire, Mathias Chardon, l'ensemble de flûtes du conservatoire, accompagné par son professeur, Jean-Pierre Sigrand, et l'ensemble des cuivres, lui aussi accompagné par son professeur, Didier Quevrin. Et pour eux également, je pense que des applaudissements s'imposent. Alors, faire une cérémonie de vœux pour un maire, quel qu'il soit, c'est toujours un moment qui est empreint d'émotion, qui est tout à fait particulier, qui est un moment chargé. Et je dois vous avouer que cette année, l'émotion, le sentiment est tout à fait particulier, parce qu'il s'agit des derniers vœux d'une mandature qui se termine. C'est la fin, dans un peu moins de 2 mois maintenant, d'une belle aventure humaine que nous aurons menée avec l'ensemble de mes collègues, hommes et femmes du conseil municipal, l'ensemble des services municipaux et l'ensemble de tous ceux qui chaque jour s'intéressent et travaillent à notre commune. C'est la fin d'un parcours. C'est la fin d'un parcours au travers duquel des hommes et des femmes se sont battus, se sont engagés pour essayer de faire avancer, pour essayer de faire profiter les Mensois de ceux qu'ils croyaient bons. Dans un peu moins de 2 mois, une nouvelle équipe prendra la relève. Mais vous comprendrez que clôturer aujourd'hui devant vous, symboliquement, bientôt 6 ans de travail est quelque chose qui émotionnellement est fort. Alors c'est d'autant plus fort que cette cérémonie, elle pose un cas de conscience. Elle me pose un cas de conscience important, comme ça a été le cas pour tous mes collègues maires que j'ai eu l'occasion de visiter depuis le début des cérémonies de vœux du mois de janvier, car en ces périodes où les élections approchent, la loi voudrait m'interdire de parler. La loi voudrait interdire aux élus de pouvoir parler.
En effet, à quelques semaines des élections, alors que nous sommes dans une période où fort logiquement, fort naturellement, le droit, le devoir de l'ensemble des élus, le devoir des 36 000 maires de France, le devoir des dizaines de milliers de conseillers municipaux, des dizaines de milliers de candidats, ça devrait être d'essayer d'intéresser les citoyens à l'action publique, de les intéresser à l'engagement pour autrui, de les intéresser aux dossiers de leur ville, de leur canton, de leur communauté de communes, et la loi électorale l'interdit de le faire. La loi électorale interdit aux maires de parler de bilan ou de tracer des perspectives. Elle interdit de dire ce qui a été fait et elle interdit de se projeter vers l'avenir. Et après ça, on s'étonne que les Français s'éloignent de la politique, on s'étonne que les gens n'aillent plus voter ou choisissent le désespoir dans des votes de rejet ou de protestation. On voudrait rendre muets les élus alors qu'ils jugent déjà. Alors, la loi voudrait rendre muets les élus alors que, bien souvent, les citoyens, les habitants, les jugent déjà impuissants. Impuissants car beaucoup de pouvoir a été transféré. Beaucoup de pouvoir a été transféré vers des structures qui ne répondent pas aux électeurs, vers des structures, des hautes autorités, des structures administratives qui ne dépendent de rien ni de personne et qui ne rendent de compte à personne. Une partie du pouvoir est partie vers les médias. Les médias aujourd'hui, y compris sur des sujets aussi vides que la vie privée du président de la République, eh bien font l'actualité, nous rabâchent ça à longueur de temps. Et ce pouvoir, aujourd'hui, il a également été transféré vers l'économie, vers le monde de la finance. Alors, quand il ne reste plus aux élus que le verbe et le pouvoir de dire, le pouvoir d'essayer d'influer, le pouvoir d'essayer de changer les consciences et qu'on leur enlève, on s'étonne que l'abstention, que le désintérêt de la chose publique progresse. Et puis, au-delà de ces considérations quasiment philosophiques, je dois bien avouer que c'est une situation qui rend tout discours de vœux particulièrement hasardeux, périlleux. Déjà parce que ça le rend dur à structurer. Vous savez, un discours de vœux, généralement, pour un élu, c'est ce qu'on a fait l'année précédente et ce qu'on envisage de faire l'année suivante. Donc il n'est pas possible de se rapprocher de se raccrocher à ce qui est fait d'habitude. Il n'est pas possible d'essayer de se caler sur ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est d'autant plus dur qu'on est sur des périodes qui, pour tous mes collègues élus, qu'ils se représentent ou qu'ils ne se représentent pas, qui ont déjà vécu ce calvaire, cet essorage de méninges pour essayer de trouver quoi dire à leurs administrés, eh bien il y a une émotion un petit peu plus forte. Alors effectivement, j'ai vu beaucoup de cérémonies de vœux. Chaque maire a essayé à sa manière de voir jusqu'où il pouvait aller, comment en dire un peu sans en dire trop. En dire quoi? Quel risque prendre? Eh bien, j'aurais pris le parti tout simplement ce soir, ne pouvant pas vous parler de ce que nous avons fait, ne pouvant pas non plus vous parler de tout ce que nous aimerions faire, eh bien, je vais tout simplement vous parler de morale républicaine. Je vais m'interroger avec vous sur ce que devrait être, pour moi, aujourd'hui un élu, aujourd'hui un maire, sur ce qui peut motiver l'engagement public, sur ce qui peut le rendre utile. Et pour ce faire, je vais avoir recours à une image d'Épinal. L'image d'Épinal du village traditionnel français. Ce village, il reposait sur un triptyque. Pas le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Ce triptyque-là, il est partagé dans les communes, mais l'image d'Épinal du village français, c'était 3 personnes. Le prêtre, le médecin et le maire. Le serviteur de Dieu, le serviteur de la science, le serviteur des hommes. Celui qui avait en charge les âmes, celui qui avait en charge la santé, celui qui avait en charge la vie de la commune. Et puis, le monde a évolué, la société a changé, la foi est en recul, les médecins disparaissent, grâce à 30 ans d'une politique aberrante fixant des numerus clausus trop bas, grâce à un temps de travail par médecin qui s'est réduit. Il serait quand même curieux que cette profession soit la seule à ne pas bénéficier des 35 heures et de créer dans notre société qui glorifie le loisir. Il reste le maire. Et le maire, il doit aujourd'hui essayer d'être les 3 à la fois.
Et dans ces conditions, être maire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Être maire, c'est être un chef de tribu qui cherche à rassembler plutôt qu'à diviser. C'est être quelqu'un qui va chercher à tendre la main, à pardonner, à tenir un rôle de médiation, de discussion, qui va écouter et qui ensuite décidera. C'est un chef de tribu qui travaille avec tous, en dehors des amitiés, en dehors des partis, pour essayer de faire avancer sa ville. Être maire, c'est être sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Être maire, c'est prendre des décisions lourdes de conséquences pour la vie des gens. C'est partager des moments heureux, mais aussi des moments terribles de la vie de ses administrés. C'est faire des choix, quotidiennement, subir des pressions, douter, se remettre en question, parfois avoir peur. On doit le faire. On doit le faire sans se prendre pour ce que l'on n'est pas, sans chercher à se construire des remparts, à s'enfermer dans une tour d'ivoire. Être maire, c'est avant tout, plutôt qu'un titre, rester un homme au milieu des hommes. Être maire, c'est aussi placer le travail au premier rang. C'est être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Être toujours présent et mobilisable, quelle que soit l'heure, quelle que soit la situation, pour pouvoir, comme le disent les pompiers qui sont ici nombreux, décaler, souvent d'ailleurs pour aller retrouver les pompiers ou les gendarmes, lorsqu'il y a eu des accidents, des soucis, des catastrophes. Être maire, c'est aussi une conception de l'honnêteté qui refuse à dire ou à ne pas dire les choses parce qu'elles pourraient fâcher un tel ou un tel. Être maire, c'est refuser de faire quelque chose auquel on ne croit pas par compromission. Être maire, c'est toujours essayer de rester en paix avec soi-même, c'est de faire ce que l'on croit juste. Être maire, ça peut être parfois se tromper, mais c'est aussi et surtout avoir le courage de dire ce que l'on pense, même si c'est politiquement incorrect. Être maire, c'est aussi refuser la médiocrité, c'est accepter parfois de subir sans s'abaisser, sans se rabaisser, sans se mettre au même niveau que ceux qui salissent la République par leurs actes. C'est accepter de faire le dos rond sur les mises en cause, y compris quand cette semaine encore, des personnes font du porte-à-porte pour expliquer au Maine-Sois que les agents municipaux seraient mal payés, car le maire prendrait leurs primes pour se les mettre dans les poches. Être maire, c'est essayer de se faire une armure pour se protéger soi et sa famille, trop souvent victime collatérale de frappes qui n'ont rien de chirurgical. Être maire, c'est supporter les lettres ou les courriers anonymes, ceux que l'on reçoit pour dénoncer un agent municipal, un voisin qui n'aurait pas fait telle ou telle chose ou qui au contraire l'aurait fait, et puis celles qui sont adressées à votre rencontre, mais qui font surtout prendre conscience d'une chose, c'est que les petites personnes, les minables de 1942, ceux de la milice, ont survécu à la libération et à l'épuration. Être maire, c'est aussi parvenir à refuser les sollicitations de toutes sortes, c'est ne jamais se laisser influencer par elles et garder sa propre liberté de jugement. Être maire aujourd'hui, c'est aussi placer la générosité en tête. C'est essayer et accepter de donner le meilleur de soi. C'est refuser de compter son temps, ses efforts, sa peine. Et puis aussi être maire, c'est être un homme en colère. C'est arriver à garder en soi une capacité d'indignation. Une indignation qui ne soit pas sélective. C'est ne jamais accepter l'inacceptable, la douleur, l'injustice, le malheur. C'est refuser d'être indifférent. C'est savoir se remettre en colère pour relever le gant, remonter se battre sur le ring pour tout ce que l'on croit juste. Combien de temps peut-on garder cette envie en soi ? Je ne sais pas. Peut-être une vie, peut-être quelques mois. La réponse est en chacun d'entre nous. Être maire, c'est tout simplement la plus dure et la plus belle expérience d'une vie, de ma vie. La plus dure, parce que c'est quelque chose qui vous amène
à vivre avec une pression permanente, à ne plus avoir de vie privée. Pas besoin d'être président de la République pour ne plus avoir de vie privée. C'est renoncer à être quelqu'un de normal, sur tout ce que je vous ai dit préalablement. Qu'y a-t-il de normal? Est-ce que la normalité peut s'appliquer à un élu? Il n'est pas de normalité. Il n'est pas de normalité. Être maire, c'est aussi devenir le guichet unique, le réceptacle de tout ce qui va, mais aussi surtout de ce qui ne va pas. Dans une France complexe, compliquée, avec des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, l'État, l'Europe, 6 niveaux de décision. La France est tellement compliquée. Les gens ne savent plus qui fait quoi, ne savent plus vers qui se tourner. Et le guichet unique de ce qui va ou pas, ça devient l'élu de proximité, ça devient le maire. Ça devient le maire. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien citer, mais qui m'amuse toujours. À l'été 2012, cher Patrick, chère Caroline, le Conseil général a fait des travaux de réhabilitation sur la 191 qui coupe notre ville en deux, travaux qui étaient nécessaires. Et comme généralement sur ce type de travaux, il se faisait de nuit pour essayer de limiter au maximum les nuisances pour la circulation. Et puis en période d'été, du 14 juillet à la fin du mois d'août, pour que ça ne gêne pas trop les périodes de transport. C'était des travaux nécessaires, attendus, sur lesquels le maire que je suis, la commune, n'avait pas le moindre pouvoir, n'étant ni financeur, ni compétent, ni propriétaire de ces voiries. Eh bien, en 3 jours d'intervalle, j'ai reçu 2 courriers. Un premier courrier d'une dame me félicitant pour la réalisation de ces travaux attendus, nécessaires, et m'expliquant que j'étais le meilleur des maires d'avoir enfin fait ces travaux. Et puis 3 jours plus tard, un courrier d'injure d'une autre dame, m'expliquant que j'étais le pire maire du monde et qu'il était urgent d'en changer, pour avoir fait faire ces travaux au mois d'août, de nuit, alors qu'elle dormait la fenêtre ouverte au mois d'août et que ça l'empêchait de dormir. Voilà. Mais être maire, plaisanterie mise à part, c'est ça. C'est aussi avoir la capacité à absorber la colère, le mal-être des gens. Et dans les périodes que nous traversons, la colère et le mal-être, il y en a. Mais indépendamment d'être dur, c'est aussi la plus belle expérience qui soit. Parce que c'est un contact quotidien avec les gens. Ça permet de toucher la réalité de l'être humain, ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous. C'est avoir le pouvoir de faire, c'est avoir le pouvoir de sortir un dossier, c'est avoir le pouvoir de bâtir, c'est avoir le pouvoir de construire, c'est avoir le pouvoir d'être utile, c'est avoir le pouvoir d'influencer directement sur le déroulement des vies des gens qui habitent sur votre commune. Et d'ailleurs, les Français ne sont pas fous, les Français ne s'y trompent pas, eux qui votent plus aux élections municipales qu'aux autres élections. Alors justement, à propos d'élections, dans moins de 2 mois maintenant, les Mainsois vont devoir choisir, désigner une nouvelle équipe municipale. Je sais qu'ils feront un choix éclairé, que ce choix, quel qu'il soit, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas à qui que ce soit, ce choix sera un bon choix. Ça a un nom, ça s'appelle la démocratie. La démocratie, comme disait Churchill, c'est probablement le pire des systèmes, mais on n'en a pas encore trouvé de meilleur. Alors je souhaite qu'à Mennecy, comme dans les 36 000 communes de France, eh bien tous les candidats se montrent dignes, qu'ils se montrent dignes de notre République, qu'ils se montrent dignes des attentes et des espoirs des citoyens, qu'ils s'attachent au fond plus qu'à la forme, qu'ils sachent proposer plutôt qu'invectiver, qu'ils cherchent à défendre notre ville et surtout pas à la salir, qu'ils fassent preuve de responsabilité et de respect pour eux-mêmes pouvoir être respectés. Je ne pouvais pas terminer cette cérémonie de vœux sans procéder à un certain nombre de remerciements. Ces remerciements, j'en ai énormément adressé, donc je ne pourrais hélas pas citer tout le monde, mais je tenais tout d'abord à remercier mes collègues élus de Mennecy, tous, quels qu'ils soient, majorité et opposition, qui, pendant 6 ans, auront sincèrement, quel que soit leur désaccord politique, donné, je crois, le meilleur d'eux-mêmes pour ce qu'ils croyaient bon. Je tenais à remercier l'ensemble de mes collègues élus de la communauté de communes du Val d'Essonne
dont un grand nombre me font le plaisir et l'honneur d'être ici à mes côtés aujourd'hui, pour le travail que nous avons mené, pour les discussions que nous avons eues, parfois passionnées, parfois des désaccords, mais c'est normal. Je vous parlais tout à l'heure de l'honnêteté intellectuelle que doit avoir un élu, mais on ne peut pas être toujours d'accord. Les bini-oui-oui, ça n'existe pas. Heureusement qu'il y a des désaccords. On discute, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, qu'on les fait progresser. Et je dois avouer que pendant ces 6 années, eh bien, je crois que les liens de notre intercommunalité se sont resserrés, que cette intercommunalité rurbaine, à visage humain, est bien encore, en tout cas je le souhaite, de longs et de beaux jours devant elle. Au-delà de ces élus de la communauté de communes du Val d'Essonne, je tenais à remercier tous les élus qui sont dans cette salle, de communes parfois plus lointaines, avec lesquelles nous travaillons aussi, moins souvent, le découpage administratif français l'impose ou l'empêche, mais je tenais à les remercier pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir. Je voulais remercier également sincèrement les services municipaux, les quelques 350 agents qui assurent quotidiennement un grand service public de qualité et de proximité. Ils sont la continuité. Les élus ne sont que de passage. Les élus, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux sont là pour un temps plus ou moins long, plus ou moins court, mais ça n'est pas eux la continuité du service public. La continuité de l'action publique, c'est les agents municipaux qui font un travail remarquable, malgré effectivement bien souvent des salaires trop faibles. La faute en est certainement le statut de la fonction publique territoriale. Ne pouvant tous les citer, je n'en remercierai que 2. Le responsable des services municipaux, le directeur général des services, M. Gérald de Gallet, qui a, depuis maintenant 4 ans, su faire preuve d'un sérieux, d'une rigueur et d'une exemplarité absolument remarquables, et grâce auquel notre mairie est une mairie en bonne santé. Et puis également celle qui est pour moi la dame de cœur de cette ville, Madame Delphine Vax, qui assume en tant que directrice des ressources humaines, eh bien la tâche de mettre le lien, de mettre le liant entre l'ensemble des agents, d'être avec eux, à leur côté, dans les moments souvent un peu moins faciles. Je tenais à remercier également les agents qui ont organisé, qui ont travaillé cette manifestation, au premier rang desquels, eh bien, l'ensemble des personnels du service culturel et de la communication qui ont aménagé cette salle, qui ont préparé l'ensemble des chaises, des installations, et puis également les agents des cantines qui ont été pour partie et nombreux mobilisés pour préparer la galette des rois, à laquelle vous serez conviés dans quelques minutes, salle Michel-Ange. Et puis je voulais remercier aussi, au titre de mes collaborateurs directs, ceux qui ont la chance, l'honneur ou le désavantage parfois, parce qu'il m'arrive, je vous l'ai dit, c'est rare, mais parfois d'être un homme en colère, ceux qui ont la chance de devoir me supporter. Alors je voulais remercier Jacques, à qui je souhaiterais pour cette nouvelle année un régime et une reprise du sport, pour qu'il continue à vivre longtemps et en pleine santé avec nous. Je voulais remercier Ingrid, que je vais finir par ne plus reconnaître tant elle se fait des dessins sur elle-même. Je voulais remercier Sabrina et Nassima, qui font un travail merveilleux et qui m'accompagnent, quelles que soient les heures, quels que soient les jours, pour pouvoir recevoir les Mensois qui en ont besoin. Je tenais à remercier l'ensemble des présidents d'associations, l'ensemble des bénévoles qui travaillent et qui œuvrent pour notre commune et qui font ensemble de Mennecy une ville si particulière, une ville qui sait attirer, mais surtout une ville qui captive, une ville qui capture, une ville qui ne laisse pas repartir, une ville à visage humain. Je souhaitais remercier ma famille qui subit les sacrifices que lui impose ma fonction, et Dieu sait qu'elle subit, Dieu sait qu'elle subit. Et enfin, je souhaitais remercier toutes les Mensoises et les Mensois qui m'ont permis de vivre des années extraordinaires grâce à la richesse de nos échanges. Alors avant d'aller partager
la traditionnelle galette des boulangers de Mency, où vous pourrez retrouver chacun votre boulanger. Je crois qu'il y en a qu'un qui était fermé cette semaine et qu'on n'a pas pu faire travailler. En vacances, ça arrive. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous, à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, de parvenir dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles, à trouver le chemin qui vous mènera au bonheur. Merci de votre attention.